Une ville occidentale au XXIe siècle. Au dernier étage d'un immeuble ultramoderne, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un bébé est créé en dehors du corps d'une femme, dans un utérus artificiel. En 2005 paraît en France un livre scientifique qui fait l'effet d'une bombe. C'est l'UA, l'utérus artificiel, écrit par le docteur Henri Atlan, biologiste et philosophe. Après la pilule contraceptive, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, une prochaine étape sera l'ectogenèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel, c'est-à-dire la possibilité de faire se développer un bébé depuis la fécondation jusqu'à la naissance en dehors du corps d'une femme. Le développement à l'intérieur de l'utérus de la mère, qui est évidemment le développement normal chez les mammifères, eh bien, peut-être ne pas être indispensable. Alors, évidemment, c'est très compliqué. Mais il n'y a pas d'impossibilité biologique fondamentale. Et si c'était vrai? La femme perdrait alors cet immense privilège de l'enfantement, célébré depuis l'origine de l'humanité. L'utérus, cet endroit énigmatique, intrigue les chercheurs depuis la nuit des temps. D'ailleurs, d'anciens textes médicaux décrivent la matrice de la femme comme un lieu sombre, inquiétant, parfois repoussant. La science rêve depuis toujours de percer le mystère de la vie. Aujourd'hui, ce projet incroyable d'assister à une gestation en pleine lumière est en route. La médecine propose déjà le début et la fin de la gestation hors du corps de la femme. Les 6 premiers jours de la vie peuvent se passer hors de l'organisme maternel. Et puis, en fin de compte, il y a des nouveau-nés à partir de 22 semaines. Normalement, c'est 41 semaines la grossesse. Donc, à partir de 22 semaines, 23 semaines, peuvent être dans une couveuse. Donc, le temps strictement, je dirais, intra-utérin, c'est terriblement réduit ces dernières années. L'utérus artificiel va consister à combler l'écart en quelque sorte entre 5 jours après la fécondation et puis la 24e semaine qui est actuellement le délai de viabilité, si vous voulez, des fœtus. Reprenons. Une grossesse menée à terme dure 9 mois, c'est-à-dire 40 semaines ou 280 jours. Aujourd'hui, dans le cadre d'une fécondation in vitro, on peut développer un embryon dans une éprouvette jusqu'à 5-6 jours. À l'autre bout de la chaîne, le seuil de viabilité d'un très grand prématuré est de 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois. Sur les 280 jours d'une gestation normale, l'enfant ne passe plus que 160 jours dans le ventre de sa mère. 160 jours sur 280. Cela fait 5 mois dans le ventre, 4 mois à l'extérieur. C'est presque la moitié de la durée normale d'une grossesse. Que ce soit souhaitable ou non, le temps de gestation hors de l'utérus se rallonge de plus en plus. De fait, des chercheurs à différents endroits du monde travaillent pour optimiser la procréation médicalement assistée. À l'autre bout de la chaîne, ils espèrent augmenter toujours plus la survie sans séquelles des grands prématurés. Recherche sur le placenta artificiel. Étude pour un liquide amniotique de synthèse. C'est un peu comme si plusieurs personnes creusaient un tunnel de différents côtés d'une montagne.
S'ils arrivaient à se rejoindre au même endroit, la jonction sera faite. L'utérus artificiel existera. Centre d'incubation et de conditionnement. Et ceci, dit le directeur ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Il leur montra des porte-tubes, empilés les uns sur les autres, et plein de tubes à essai numérotés. L'approvisionnement d'ovules pour la semaine. Dans la salle de mise en flacon, tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Cette vision industrielle et futuriste de la maternité, Aldous Huxley l'imagine déjà en 1932 dans son livre « Le meilleur des mondes ». Il n'était pas si loin de la réalité. Bébés éprouvettes, prélèvement de tissu ovarien, don d'ovocytes, sperme en vente libre sur Internet, congélation d'embryons. Les laboratoires de procréation médicalement assistée maîtrisent de mieux en mieux les mécanismes qui permettent de fabriquer la vie en dehors du corps. La fécondation in vitro est devenue une routine. Elle avance la tête du spermatozoïde, vous voyez, le spermatozoïde dans l'ovocyte, elle pique l'ovocyte, elle aspire la membrane pour casser la membrane, vous voyez, ça a cassé. Et là, elle va réinjecter tout doucement le spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Voilà. Cela paraît si simple. C'est fait, superbe, hein. C'est magique. Hein. Ce fut pourtant un long chemin. Il y a 30 ans, la technique balbutiante qui a permis au premier bébé éprouvette de voir le jour a suscité la polémique. À l'époque, dissocier la procréation de la sexualité était une démarche inconcevable. Aussi inconcevable qu'envisager aujourd'hui l'utérus artificiel. René Friedman, l'un des créateurs du premier bébé éprouvette, en sait quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle était combattue ? D'abord parce que on transgressait quelque chose. C'est-à-dire que ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire le début du début de l'homme, est devenu visible. Ce qui était intouchable est devenu manipulable. Donc c'était effectivement, et c'est d'ailleurs toujours quelque chose qui est une étape incontestablement forte. Aujourd'hui, plus personne ne s'émeut d'une fécondation in vitro, d'une naissance de bébé par ovocyte congelé ou de maternité tardive. Du fait qu'une femme veut avoir des enfants autour de la quarantaine, enfin qu'une bonne partie, un pourcentage élevé veut avoir des enfants autour de la quarantaine, fait que le recours à la médecine est de plus en plus grand, puisque c'est difficile. On voit bien qu'il y a une augmentation, je dirais, du nombre de tentatives de fécondation in vitro. Et alors si on regarde à l'échelle mondiale, c'est encore plus hallucinant. Parce que dans les pays, on va dire, globalement du Moyen-Orient, où il y a une floraison de centres de fécondation in vitro, les filles se marient jeunes, là par contre, mais si à 18 ans, il n'y a pas de grossesse, paf, on passe à la fécondation in vitro. Donc ça fait marcher le business, c'est pas forcément indispensable, mais voilà, il y a un enfant qui arrive. Revenons à l'utérus artificiel. Une gestation extracorporelle commencerait évidemment comme une fécondation in vitro, par des manipulations. Il est nécessaire de surveiller les embryons dans l'incubateur au jour le jour, afin de contrôler leur évolution et de sélectionner ceux qui auront le plus de chances de s'implanter dans l'utérus maternel ou artificiel. Donc, voilà un premier embryon. Alors vous voyez là, la division s'est pas faite correctement, on n'a qu'une seule cellule. Il y a plein de noyaux à l'intérieur et des fragments autour. Si l'embryon est mal formé, il est éliminé. 1, 2, 3. 9 cellules. Ces 9 cellules sont de tailles différentes. Et vous avez un pourcentage de fragments qui est assez élevé. Éliminé. Voilà, alors là nous avons un embryon qui est à 4 cellules, de taille plus ou moins égale. Donc c'est un embryon qu'on va appeler top embryon, qui a un bon potentiel implantatoire. C'est celui-là qui sera choisi. En effet, la sélection d'embryons est une pratique qui se généralise et qui serait incontournable dans le cas d'une gestation tout à fait artificielle. Enfin, moi qui menais la bataille pour permettre à des couples porteurs de maladies génétiques d'avoir des enfants sains, je dirais, pendant 10 ans, ça a été une bataille effrénée d'autoriser en France la pratique de ce qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire, c'est-à-dire
sur un embryon in vitro, de prélever une cellule, de l'analyser et de savoir si l'embryon est porteur de telle ou telle maladie. Donc c'est vrai qu'il y a, à chaque fois, il y a toujours une transgression par rapport à l'existence et la connaissance, et puis ensuite il y a l'acceptation de certaines pratiques. Prélever une cellule d'embryon, comme ici. Mais selon quels critères un enfant est-il sain? Dans de nombreux pays, la loi n'encadre pas ces pratiques. Et dans certaines cultures, c'est tellement mieux d'avoir un garçon. Si ces méthodes aujourd'hui interdites en Europe se généralisaient, qui ferait les élections? Le médecin? Le couple de parents? Le propriétaire de l'utérus artificiel? Le commanditaire de la grossesse? Qui va choisir l'embryon qui sera placé dans l'incubateur? Retour au laboratoire parisien. Suite de la procréation artificielle. Après le diagnostic préimplantatoire, 2 embryons sains, donc non porteurs de la maladie génétique, ont été retenus. Placés dans une pipette, ils transitent par une fenêtre au bout du couloir pour être transférés dans l'utérus de la future mère. Voilà, enceinte, enfin peut-être. La grande inconnue, c'est l'implantation. L'embryon va-t-il s'accrocher à la paroi de l'utérus de sa mère? Et si cet embryon était resté dans l'incubateur au-delà de 5 jours, aurait-il continué sa division cellulaire dans la petite boîte jusqu'à devenir un fœtus? Un petit humain? L'embryon, il est dans une petite coquille. Il se développe à l'intérieur de cette coquille, et puis au 6e, 7e jour, il casse sa coquille, il sort comme le petit poussin et il s'accroche sur l'utérus de la femme. Si vous mettez un embryon au laboratoire et que vous le laissez se développer, au bout du 7e jour, il va sortir. Donc il va, je dirais, il va pas être. Il faut qu'il soit sur un plan spatial. Il faut qu'il soit qu'il soit maintenu, pour que, si vous voulez, il puisse se développer que les organes puissent se développer correctement. S'il n'est pas dans cette sphère et qu'il s'accroche, il s'étale. Voilà, il n'a plus la possibilité de prendre des formes. Donc on arrive là dans des monstruosités, quoi. Pour que l'embryon se développe normalement, il faut donc qu'il soit contenu dans une forme. Comme si on ne pouvait pas séparer le contenu de son contenant. L'œuf de la matrice. C'est ce qu'a découvert le docteur Hélène Oumchin-Liu. Nous sommes à New York, à l'université de Cornell. Dans ce laboratoire ouvert 24 heures sur 24, tout est fait pour aider les couples à devenir parents, avec des techniques de pointe. 10 000 bébés éprouvettes sont fabriqués chaque année. 27 bébés par jour dans ce seul laboratoire. Dans cette ville, les femmes d'affaires souhaitent parfois préserver leur plan de carrière et faire congeler leurs ovocytes ou leurs embryons afin de se garantir une grossesse à la date de leur choix. Tout est possible avec de l'argent. C'est justement grâce à ces financements privés que le docteur Liu a créé un second laboratoire, expérimental celui-là, où avec son équipe, elle teste sur des animaux les techniques de pointe qui permettent d'augmenter le taux de réussite de ces grossesses à la chaîne. Je cherche à comprendre le mécanisme de l'implantation. Quand on place un ovule fécondé dans un corps et que cela se solde par un échec, on se demande pourquoi. Le problème peut être lié à l'implantation et pas uniquement à la qualité de l'embryon. Il peut aussi s'agir d'un problème d'endomètre, de nidation ou de communication. Voilà comment je me suis lancée dans le développement de la coculture. Nous avons commencé par des essais sur les animaux et nous pouvons maintenant proposer cette technique aux patientes. Le docteur Oumchin-Liu suppose qu'un phénomène particulier se déclenche au moment de l'implantation, entre l'embryon et l'endomètre, c'est-à-dire la paroi interne de l'utérus. Elle a alors l'intuition géniale de cultiver. C'est fou. Ce serait génial qu'un homme puisse vivre ça. Tu as vu comme je le porte haut? Notre bébé doit être choqué. Tu portes pas un vrai bébé.
Ce qui était hier un fantasme risque de devenir une réalité. Demain, grâce à une machine appelée utérus artificiel, l'homme pourrait faire un bébé tout seul. Absurde cette idée? Pas forcément. Il suffit de voir à quelle vitesse les mentalités évoluent. Souvenez-vous. Souvenez-vous de Monsieur Lee qu'on vous a présenté au début de cette histoire. Cet artiste new-yorkais qui se fait passer pour le premier homme enceint. Les réactions à sa provocation ont été beaucoup plus partagées qu'il ne l'imaginait. J'ai reçu beaucoup d'emails, envoyés par des hommes aussi bien que par des femmes. Certains étaient très hostiles, alors que d'autres me soutenaient à 100%. Curieux, envieux, enthousiastes, ils sont des centaines, hommes ou femmes, à l'avoir contacté, tous prêts à tenter cette aventure digne d'un scénario de science-fiction. Je fais ça avant tout pour faire réfléchir les gens sur ce qui va changer quand les hommes pourront être enceints. Quelles seront alors les relations entre hommes et femmes? Est-ce que l'identité de la femme sera remise en question? Ou la femme sera-t-elle au contraire plus valorisée? Je ne sais pas quel genre de débat on aura, mais j'espère qu'il sera riche et ouvert, et qu'il n'y aura pas qu'une seule réponse. Selon certains sondages, un homme sur 10 serait déjà prêt à tenter l'aventure. Je pense que la grossesse masculine sera possible avant que je disparaisse. En tout cas, si un jour ça marche, je serai vraiment heureux de tenter l'expérience. Je ne tiens pas absolument à être le premier, mais j'aimerais vraiment le faire. Et Monsieur Lee sait de quoi il parle. Il connaît le sérieux des travaux en cours. Alors canular ou hypothèse crédible? À voir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, 4 laboratoires au moins travaillent plus ou moins directement sur l'utérus artificiel. Exemple ici, à Philadelphie. À l'hôpital universitaire du Temple, dans cette unité de soins intensifs, l'équipe du docteur Schaeffer réussit à faire survivre de grands prématurés, de plus en plus tôt, hors du ventre de leur mère. Le professeur Schaeffer a inventé un liquide révolutionnaire. Il permet au bébé de respirer comme s'il était dans l'utérus maternel. Son invention a déjà sauvé la vie de centaines de prématurés. Mon premier succès avec ce liquide, c'est Adriana. Elle est née avec des troubles respiratoires extrêmement graves. Ses poumons étaient vraiment sous-développés. Vous voyez là, on prend le liquide et on l'injecte dans ses poumons pour les ouvrir, pour qu'ils puissent se gonfler. Regardez ici. Ces poumons sont remplis de liquide artificiel, exactement comme ils seraient remplis de liquide amniotique dans l'utérus de la femme. Aujourd'hui, ce liquide permet de sauver des bébés. Mais demain, il pourrait très bien devenir une des composantes essentielles de l'utérus artificiel. D'ailleurs, des chercheurs japonais y travaillent déjà dans le secret le plus total. L'idée de l'utérus artificiel, c'est de mettre un bébé dans une machine qui fournirait tous les ingrédients qui sont normalement transmis par la mère. Le bébé serait immergé dans un liquide et le cordon ombilical, qui normalement est attaché ici, serait attaché à une pompe externe, dans le genre de celle-ci. Le sang circulerait comme ça, et la machine injecterait constamment des nutriments dans le sang. Certains spécialistes affirment que la machine à bébé verra le jour dans 50 à 100 ans. Une fois le bébé sorti du ventre de la femme, pourquoi pas un jour peut-être le réimplanter dans le ventre de l'homme.
l'être humain, souvent décrite comme un processus miraculeux. Un médecin israélien tente de mieux la comprendre dans des conditions de laboratoire. Comment ? Grâce à un utérus artificiel. Le docteur Elad a reproduit les couches de cellules qui forment la muqueuse interne de l'utérus, ce qui pourrait rendre la fécondation in vitro beaucoup plus efficace. L'embryon est développé dans un environnement différent du corps humain. Un environnement proche de la nature même de l'utérus. Actuellement, la fécondation in vitro connaît un taux d'échec de 70%. Les embryons cultivés dans un environnement biologique devraient être beaucoup mieux lotis. Mais il y a plus que l'implantation. Le docteur Elad pense pouvoir utiliser ce projet pour réaliser des expériences sans risque pour l'homme. C'est ce que l'on nomme l'ingénierie tissulaire. Nous cultivons dans le laboratoire des cellules ou des couches de cellules et ensuite nous pouvons les utiliser sans limite éthique. Le but d'une telle expérience ? Étudier le mouvement sur le développement du fœtus, ce qui ne peut être testé sur des humains vivants. Les outils de ce laboratoire soumettent les cellules à des mouvements physiques du même type que celles auxquelles la nature serait exposée. Le domaine s'appelle la mécanobiologie et nous montre exactement comment les choses fonctionnent. Maintenant que nous avons un modèle endométrial, nous avons développé un système qui peut réellement utiliser le modèle pour appliquer des forces péristaltiques telles que celles qui se produisent dans le corps humain. L'utérus artificiel ne permet pas seulement la simulation du péristaltisme ou contractions musculaires qui permettent au bébé de se mouvoir vers la sortie. On peut aussi y cultiver des embryons isolés, ce qui permettra aux médecins de mieux déterminer les circonstances entraînant le développement sain du fœtus ou au contraire des défauts congénitaux.